Alors avant d'aborder la question de ces charpentes qui sont posées donc, sur le grand vaisseau ici et la charpente du beffroi de la tour sud de la cathédrale, on va revenir vite fait sur les différentes étapes de ce grand chantier gothique pour comprendre comment ce chantier de la charpente s'insère dans la chronologie de la construction de cette cathédrale gothique. Alors, avant cette cathédrale, on avait une cathédrale du début du XIe siècle, construite par l'archevêque Gosselin, et qui venait s'adosser contre le rempart antique en réemployant l'une des tours pour le chevet. Et on sait aussi que vers 1160, on a eu 2 portails latéraux qui furent rajoutés et qui furent par la suite démontés et réintégrés dans la nef gothique. Donc là, je montre des dessins de Branner qui, pour certains, vont être un peu modifiés. Donc, ce que l'on sait pour le début du chantier de la cathédrale gothique, c'est qu'il a commencé par le chœur. Alors, le début du chantier n'est pas très certain. On sait simplement que sous Henri de Sully, sous l'archiépiscopat d'Henri de Sully, on a un texte qui mentionne une donation de 500 livres au chapitre pour acquérir des terrains. Donc en 1195, donc on peut supposer qu'effectivement c'est le début du chantier. Après, on a très peu de mentions, si ce n'est le texte assez célèbre qui est mentionné par le biographe de Guillaume de Donjon, où cet archevêque, la veille de l'épiphanie de 1208, prit froid lors d'un prêche qui fut réalisé dans le chœur ou peut-être dans le déambulatoire. Donc, il prit froid parce que, selon ce texte-là, le lieu était exposé au vent de tous côtés. Donc certainement un chantier qui était ouvert. Alors, concernant la fin de cette étape de chantier, concernant le chœur, on a une charte de 1214 qui mentionne des règlements liturgiques concernant des offices célébrés dans le chœur et le déambulatoire. Donc une mise en service, donc relativement tôt, dès 1214. Et d'après l'étude de Yves Christ et de Laurence Bruguère sur les vitraux, on aurait une datation aussi des vitraux du chœur aux alentours de 1214. Donc on peut supposer qu'autour de cette date, on a le chevet qui est en grande partie achevé. Alors, le souci, c'est que la charpente, elle, va être posée 40 ans plus tard. Donc on peut envisager une toiture provisoire, peut-être faite avec des éléments de la charpente romane de l'ancien chevet roman du XIe siècle, parce que en fait, la largeur du chevet roman correspond précisément à celui du chœur gothique. Alors, pendant la construction de ce chœur gothique, on peut supposer que le culte a été transféré dans la nef romane. Et dès les premières étapes, je pense que le culte aurait pu être aussi retransféré dans la crypte, dans l'église basse. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est surtout ce qu'on peut voir sur la 8e pile, à la fois dans le vaisseau principal, mais aussi dans les 2 collatéraux, c'est des traces d'ancrage d'une cloison provisoire sur toute la hauteur des piles, donc matérialisées par des petites fiches métalliques, et qui servaient vraisemblablement à fixer, donc peut-être en échafaudage, une cloison légère sur toute la hauteur du vaisseau pour protéger les offices qui étaient célébrés dans le chœur, pour le protéger des poussières du chantier de la nef et des bruits, pour éviter que ce soit perturbé. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces fiches métalliques que vous avez ici, on ne les retrouve pas sur l'arc doubleau des voûtes sexpartites, ce qui suppose que les voûtes, à ce moment-là, n'étaient pas encore construites. Suite à l'achèvement de ce chœur, en grande partie du moins de ce chœur, le chantier fut transféré sur la nef, qui fut montée par strate horizontale de façon homogène, puisque là on n'a pas beaucoup de ruptures stratigraphiques dans les maçonneries, ni dans le plan stylistique. Et on pense que aussi ce chantier s'est étalé sur un quart de siècle, donc le second quart du XIIIe siècle, avec un achèvement des maçonneries de la nef vers 1255. Alors, cette nef a été montée en parallèle avec les tours de façade, puisque
après l'achèvement de la nef, on sait que le beffroi de la tour sud, lui, a été monté vers 1270. Alors, lorsque la nef fut terminée, là, ils ont posé la charpente. D'abord sur la nef, puis ensuite, après le démontage de la charpente provisoire, sur le chœur. On sait que cette grande toiture était pourvue, dès le XIIIe siècle, d'une flèche. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, on a une miniature du XVe siècle qui la représente. Donc, on la voit ici. C'est une fine aiguille, effectivement, souvent dans les textes, pour mentionner ces flèches du XIIIe siècle, ces flèches gothiques, on les appelle les aiguilles, parce qu'elles sont effectivement très, très hautes et très fines. Et on la voit représentée avec un faux transept, que nous voyons ici. Alors on sait, d'après les textes, que cette flèche fut remplacée au XVIe siècle, en 1542. Elle fut entièrement reconstruite. Et cette flèche du XVIe siècle, on la voit ici représentée sur une lithographie du XVIIe, d'Étienne Bartelange, qui fut aussi modifiée au XVIIe siècle, notamment au niveau des étages supérieurs, par le remplacement avec un dôme. Et ce n'est qu'en 1747 que cette flèche et ce faux transept furent retirés, faute d'entretien. Alors pour résumer, je ne suis pas rentré dans les détails de ce chantier du chœur, mais visiblement il aurait été fait en 3 grandes étapes. Donc d'abord cette partie-là, ensuite celle-ci, et en 3e étape, les parties hautes. Donc ces différentes étapes, on les distingue assez nettement par des différences de modénature, par des marques lapidaires, et aussi par l'échinage métallique, que Maxime va évoquer tout à l'heure. Donc ce chantier du chœur s'est arrêté ici, et ça c'est très net dans les maçonneries. On a cette cloison provisoire, matérialisée au niveau de la 8e pile, et ensuite donc la nef, donc en bleu ici. Alors, concernant les charpentes, elles sont ici. Donc, ce que vous voyez en bleu, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en bleu, c'est la charpente du XIIIe siècle. Donc, sur la nef ici et là, sur le chœur. On a ici au milieu la charpente de 1747 qui remplace le faux transept et la flèche. Et aux extrémités, des parties entièrement reconstruites par l'architecte Boviswald, donc entre les 2 tours, et ici au niveau de la croupe absidiale qui fut reconstruite, mais avec beaucoup d'éléments en réemploi. Et donc en rouge, là, le contreventement rajouté aussi au XIXe siècle par Boviswald. Et donc le voûtement qui aurait été construit après l'achèvement de la charpente. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. L'étude de cette charpente a bénéficié de plus de 300 prélèvements dendrochronologiques pour pouvoir bien comprendre les phases d'abattage des bois. Et heureusement, puisque c'est assez complexe. Donc, pour faire simple, on sait que la phase de pose de la charpente de la nef est datée précisément de 1255-1256. On pense qu'elle a été montée en 2 années, mais avec des bois qui furent abattus sur une période assez longue de 25 ans, sur à peu près une vingtaine de coupes d'abattage. Alors, donc, les premiers abattages ont été opérés à partir de 1230 et les derniers durant l'automne-hiver 1254-1255, la dernière grande coupe. Alors c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, en général, on fait les abattages, on taille les bois et on lève aussitôt la charpente, puisque voilà, on travaille à la hache, et travailler des bois secs, c'est quand même très difficile. On a 2 autres cas de figure en France où on a une sorte d'abattage anticipé. Longtemps avant le levage de la charpente, le montage de la charpente, c'est la cathédrale de Poitiers et la cathédrale de Tours, où là aussi on a des chênes qui ont été abattus sur une dizaine de coupes à peu près, pendant 10 à 20 ans avant. Parce qu'en fait, il y a une difficulté de financer ce chantier qui coûte très très cher. Donc en fait, ils anticipent les coupes. Et ce qui est très assez intéressant, c'est que les premières coupes ici sont situées en 1230, certainement au moment où il commence le chantier de la nef. Alors, suite au montage de la charpente de la nef en 1256, on a une très grande coupe d'abattage durant l'automne-hiver 1256-1257 pour la charpente du chœur, qui, elle, a été montée
on suppose, pendant 2 ans, durant donc en 1257 et 1258. Alors, les bois qui sont situés dans cette petite travée ici, juste avant la partie du XVIIIe siècle, très intéressante puisqu'on a encore des abattages après l'achèvement du chœur. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le grand vaisseau, une fois que la charpente était posée sur l'ensemble du vaisseau, ils sont revenus au milieu de la nef, enfin au milieu du vaisseau, certainement pour monter la flèche et le faux transept. Donc ils ont démonté les dernières travées de la nef, ils ont, avec de nouveaux bois battus durant l'automne-hiver 1262-63, monté cette charpente de la flèche avec ce faux transept en le remélangeant, en mélangeant ces nouveaux bois avec des bois de la nef qui venaient d'être posés quelques années avant. Alors, quand on regarde un peu plus près les abattages, les types de bois abattus, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, donc là, les petits cubes que vous voyez, ce sont les différentes coupes d'abattage. Donc en bas, ici en abscisse, ce sont les années d'abattage, et ici, c'est la quantité de bois abattu. Alors les premières coupes ici sont 1230. Donc vous voyez que ça a eu énormément de petites coupes, donc qui témoignent dans le financement de chantier, certainement par des donations de parcelles de bois, des coupes qui se succèdent peu à peu. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a un arrêt des abattages vers 1243. Et pendant 10 ans, on a un arrêt du chantier. Il ne se passe aucune coupe. Rien du tout, en tout cas à travers tous les échantillons qu'on a pu pratiquer. Et les abattages reprennent en 1254. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce hiatus de 10 ans, ça coïncide parfaitement avec la 7e croisade de Louis IX. Et on peut avancer l'hypothèse que l'archevêché a dû contribuer au financement de cette croisade, ce qui suppose un arrêt du chantier. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les autres chantiers de cathédrales, dans le royaume, on a aussi parfois, notamment à la cathédrale de Beauvais, à la cathédrale de Chartres, une reprise du chantier au moment du retour de Louis IX. Donc certainement qu'à ce moment-là, on a de nouveau de l'argent dans les caisses et on relance les chantiers. Notamment pour Beauvais, c'est la construction de la charpente, et pour Chartres, c'est la construction des voûtes. Alors cette charpente qu'on a sur le grand vaisseau de la cathédrale de Bourges, c'est une charpente qu'on appelle à chevron formant ferme. Donc c'est l'une des plus grandes charpentes qu'on a au XIIIe siècle, avec un vaisseau qui fait 100 mètres de long, 15 mètres de large, des versants qui font 14 mètres de hauteur. Donc là, on est vraiment dans des structures qui sont hors normes, en tout cas pour le XIIIe siècle. Donc c'est une charpente qui est constituée d'une succession de fermes. Donc les fermes, c'est ces grands triangles que vous avez ici, qui sont raidis par des grandes écharpes et des entrées retroussées. Donc c'est une charpente qui est subdivisée en travées, avec des fermes principales qui sont ici avec des poinçons là et des entrées à la base. Donc des fermes principales qui sont relativement rapprochées, qui sont distantes de 4 mètres à peu près. Et entre ces fermes principales, on a des fermes secondaires qui, elles, n'ont pas d'entrée à la base. Alors ces fermes principales, qui elles sont pourvues d'une entrée ici, donc l'entrée, lui, il sert à limiter l'écartement de la charpente. Et le poinçon, lui ici, il sert surtout à soutenir cette entrée qui a tendance à fléchir sous son propre poids. Et les fermes secondaires, elles, leur caractéristique, c'est comme elles n'ont pas d'entrée, elles ont tendance à s'évaser à la base, à s'écarter, à pousser la charpente, à pousser les murs vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a des travées qui sont relativement courtes pour mettre le plus possible de tirants pour contenir ces poussées latérales. Alors comme on a une charpente qui est très grande et comme on a des bois qui sont très fins, eh bien, on a des fermes qui sont assez flexibles, dans le sens où, vous voyez, en dressant des lignes droites, le long de ces bois, on se rend compte que la plupart de ces longs bois, ils ont tous fléchi. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait supposer que c'est un handicap. Bien au contraire. En fait, il faut bien comprendre que dans la mécanique de ces grandes charpentes de cathédrales, qui sont posées à 40 mètres de hauteur, qui sont exposées à des tempêtes, à des ouragans, surtout avec des versants très pentus, parce que là on est à près de 60 degrés, donc quand on a des tempêtes, eh bien, ça frappe les versants et
en fait, on a, grâce à ces bois fins et cette structure à chevron formant ferme, à ferme rapprochée, qui sont très peu liées entre elles, sauf par le voligeage, eh bien, on a une structure qui est flexible. Et cette flexibilité explique un peu la pérennité de ces charpentes sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, elle permet d'absorber les chocs, et notamment les déformations liées aux poussées des vents. C'est-à-dire qu'une charpente comme celle-ci, avec un vent qui vient taper sur le flanc, elle se déforme comme ça, elle se redresse. En fait, c'est cette flexibilité qui en fait sa résistance. En fait, ce qui est flexible est vraiment résistant, alors que si on avait une structure qui était rigide, elle serait cassante. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi des murs minces en dessous qui sont ouverts de très larges verrières, ce qui en fait permet de limiter aussi les poussées sur les murs latéraux. Et notamment ici, à Bourges, on a, si vous regardez bien ces arcs-boutants, on a des arcs-boutants qui viennent mordre les murs en partie haute, non pas au niveau de la poussée des voûtes, donc on a aussi des arcs-boutants au niveau de la poussée des voûtes, mais la volée supérieure, elle sert vraiment à reprendre les poussées de ces charpentes, au cas où, effectivement, on a des poussées avec au niveau des vents. Alors, dans le sens longitudinal de la charpente, on avait un dispositif de contreventement qui a disparu et qui a été remplacé au XIXe siècle par celui que vous voyez en rouge, mais celui d'origine est matérialisé par des assemblages à mi-bois, que vous voyez ici, qui permet de restituer le dispositif d'origine, qui est assez étonnant, puisque vous avez des grandes écharpes assemblées à mi-bois et qui viennent reposer sur une sorte de lierne longitudinale, elle-même vient reposer sur les entrées retroussées. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez maladroit, puisqu'en fait, ça alourdit les fermes, plutôt que de les contreventer, sachant que le contreventement est déjà très bien assuré par le voligeage. Alors, c'est un dispositif qui, en fait, on peut considérer que c'est une forme d'erreur de conception. Et effectivement, Boviswald, l'architecte au XIXe siècle, l'a démonté, parce qu'il a bien compris que c'était une pathologie pour la structure. Donc effectivement, les charpentes des grandes cathédrales gothiques ne sont pas forcément des ouvrages qui sont parfaits. Il y en a beaucoup qui ont été démontés parce qu'il y avait des défauts, mais il faut bien comprendre qu'au XIIIe siècle, c'était les premières fois qu'on construisait des charpentes aussi grandes. Et au cours du XIIIe, on a énormément d'ingéniosité, d'invention, de structures totalement innovantes, avec des dispositifs très ingénieux, parfois qui ont fonctionné, parfois qui n'ont pas fonctionné. On est vraiment dans une période d'innovation technique, et en fait, quasiment chaque charpente est différente. On a à chaque fois des dispositifs qui peuvent être soit des réussites techniques qui vont perdurer et être répliquées sur d'autres charpentes dans les siècles suivants, soit des cas qui sont un peu pathologiques et qui vont être abandonnés par la suite. On a un deuxième type de contreventement très intéressant qui est fait dans le plan du chevronnage, ici, avec des liernes qui sont fixées et assemblées à mi-bois, comme vous le voyez ici, grâce à ces entailles qui sont faciles à retrouver et qui permettaient de contreventer la charpente dans le plan du chevronnage, donc en forme de zigzag. Les bois sont tous marqués par des marques d'assemblage qui permettent aux charpentiers de repérer les bois au moment du levage, de ne pas les mélanger. Et c'est très intéressant parce que ça transcrit le chantier du montage de la charpente. C'est-à-dire qu'il a été fait comme ici. Donc on le voit pour la nef de l'ouest vers l'est, en plusieurs étapes, à chaque fois par des lots de 20 fermes, et pour le chœur en 2 grandes étapes, pareil en lots de 25 à 30 fermes. Et donc en fait, ils ont réalisé une vingtaine de fermes, ils les ont montées, et ensuite ils ont monté la séquence suivante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les types de marques utilisées. Donc là, on a des chiffres romains, mais on a aussi des marques qui se distinguent selon les versants, avec des types de contre-marques pour ne pas mélanger les bois du versant nord avec ceux du versant sud, parce que ce sont des bois qui sont de forme symétrique. Et en fait, les marques utilisées, ici, notamment le bec, vous voyez ici, c'est une marque qui est très rare au XIIIe siècle. On la retrouve aussi dans le chœur, ce qui permet de penser qu'on a affaire aux mêmes équipes de charpentiers. Et on retrouvera ce bec aussi dans la charpente du beffroi. Alors, comment cette charpente était montée? Très vraisemblablement avec un platelage qui était établi au niveau des sablières, qui était tenu par des échafaudages, qui permettaient de monter les bois depuis le vaisseau principal, et non pas par les bas-côtés, parce que voilà, on a des structures. Et la ferme était reconstituée sur ce platelage pour être ensuite levée
avec des cordages. Et une fois que cette travée, enfin plusieurs travées de charpente étaient montées, on démontait ce platelage, on le déplaçait d'une vingtaine de mètres et on remontait ensuite cette partie de charpente, ce qui justement correspondrait à ce phasage qu'on voit dans le marquage. Alors bien évidemment, cela suppose que les voûtes étaient construites après coup. Tout ça, ça ne reste bien évidemment qu'une hypothèse, mais cela semble corroborer les observations faites par Marc Féroge et Pascal Migneret en 1996, où ils ont vu que l'arc-boutant ici, enfin la volée ici, est venue se greffer après coup sur la culée. Et en fait, on aurait eu donc d'abord cet arc qui aurait été monté pour contreventer la structure avec la pose de la charpente, et peu de temps après, au moment de la construction des voûtes, cet arc qui a été rajouté après coup. Et cela pourrait coller peut-être aussi avec un texte de 1266 où on a une mention d'une donation, enfin plutôt une demande d'emprunt de 500 livres, dont 200 affectés à fabriquer. Alors, concernant les bois utilisés, il faut savoir qu'au XIIIe siècle, les bois sont équarris à minima, c'est-à-dire qu'on abat précisément les bois qui correspondent aux besoins des charpentiers. Et l'équarrisseur suit le fil du bois. Notamment, si le bois est légèrement déformé, eh bien, il va suivre les déformations de bois, il va conserver ces déformations. Et le cœur du bois est conservé au centre de la poutre. Donc c'est pour ça que dans la charpente de la cathédrale, on a des bois qui sont légèrement sinueux, avec de l'aubier, parfois même encore de l'écorce. Et du coup, ce n'est pas du tout un problème. Parce que justement, comme ça, le bois conserve sa résistance mécanique de façon optimale. Quand on mesure ces bois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 types de bois utilisés dans cette grande charpente du XIIIe siècle. Mais en très grande majorité, pour 94% de ces bois-là, donc c'est les bois du type 1, donc pour 94% des bois consommés, en fait, ce sont des chênes de 23 cm de diamètre et de 14 mètres de long. Donc 23 cm de diamètre, c'est ça, c'est rien du tout. Et aussi, ce sont des arbres qui sont très jeunes, 56 ans en moyenne. C'est des chênes qui ne sont même pas adultes. Et aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est le défilement. Alors, le défilement, c'est un indice. En fait, c'est le nombre de centimètres que le tronc perd en circonférence par mètre de hauteur. En fait, c'est un indice qui permet de reconstituer la forme du fût. Plus ce défilement est proche du 1 ou de 2, plus vous avez un tronc qui est filiforme, en forme d'aiguille, quasiment. Plus le défilement est proche du 4, 5, plus vous avez un tronc pyramidal. Et ça, c'est un indice de la densité du peuplement forestier. Plus le défilement est faible, plus vous avez un peuplement qui est hyper dense. Plus le milieu est comprimé, plus l'arbre va pousser en hauteur et non pas en largeur. Donc on a la même chose pour le cœur, donc, où on a des bois qui sont en très grande majorité, qui sont très fins, qui sont effilés, élancés, avec très peu de nœuds, avec un houppier, c'est-à-dire des branches qui sont uniquement à partie sommitale de l'arbre, et qui témoignent d'un peuplement qui est hyper dense. Et les autres arbres que l'on a, notamment pour les poinçons, les entrées, c'est quasiment les mêmes types, mais qui sont un peu plus âgés. Et quand on regarde un peu plus près les croissances de ces bois, eh bien on remarque que l'on a des croissances qui sont très très fortes pendant les 15-20 premières années, et après un tassement des croissances, ce qui suppose que là, effectivement, on a un milieu qui est hyper dense, et que l'arbre ne pousse qu'en hauteur et non pas en largeur. Pourtant, ces croissances très rapides en début témoignent très vraisemblablement de rejet de souche. C'est-à-dire que ces bois sont issus d'une parcelle qui a poussé après une coupe rase. C'est-à-dire qu'on avait une parcelle et tous les bois ont été coupés et nos bois à Bourges sont issus de ces souches. C'est-à-dire que ces souches ont rejeté. Donc ces souches rejettent en général 4-5 fûts, 4-5 rejets, et du fait de la compression du milieu et surtout de l'éclaircissement qu'on a au départ, et surtout du fait qu'on a un système racinaire adulte, eh bien, ces rejets sont boostés pendant les 15-20 premières années, et après, avec la densification du taillis, eh bien, ils ne vont croître qu'en hauteur. Ce qui fait que là, par exemple, vous avez un taillis de chêne qui fait 18 mètres de long, là, en fût de 18 mètres de longueur, sans nœud, parfaitement rectiligne, avec un défilement proche du 1. Alors, on n'a plus de ce genre de sylviculture en taille de chêne vieilli, mais on a depuis le 19e siècle, en fait, on n'a plus ça, mais on peut retrouver quelques forêts de ce type-là, comme notamment à Gabord, dans le Tarn, où on a un taille de chêne qui a 70 ans, donc qui était issu d'une coupe rase,
et qui n'a jamais été éclairci ni entretenu. Et effectivement, on se retrouve avec des bois de 25 à 30 cm de diamètre, de 18 mètres de longueur de fût exploitable. Donc on peut faire des poutres de 18 mètres de long, sans branches. Et surtout, c'est qu'avec en taillis d'une telle densité, on peut avoir sur 3 hectares à peu près 1000 chênes. Donc en fait, quand on dit qu'il fallait, pour faire des charpentes de cathédrale, raser des forêts entières et qu'il fallait des arbres très, très épais, de très gros diamètre, des arbres pluriséculaires, en fait c'est une légende. Donc, bien au contraire, sur des petites parcelles de taillis, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait, mais surtout avoir des bois qui étaient fins, qui étaient jeunes, et des bois parfaitement adaptés aussi aux techniques d'équarrissage. Et cette forêt était vraisemblablement dans la forêt de Saint-Palais, qui était une propriété de l'archevêché. Donc je vais terminer vite fait, parce que je crois que j'ai dépassé mon temps, pour évoquer le beffroi du dernier étage, de la tour sud, qui a été daté donc, des années 1270. Là, ce qui est intéressant, c'est que dedans, on a aussi des bois en réemploi. Et ces réemplois, ce sont des bois qui ont été abattus à peu près aux mêmes campagnes d'abattage que pour la nef. C'est-à-dire on a des bois qui ont été abattus en 1230, en 1260, 1261, et qui ont été assemblés. Donc ils viennent d'une structure. Et pourtant, cette structure ne correspond pas à la charpente de la nef. Et en fait, c'est vraisemblablement des bois qui appartenaient à des bâtiments du chantier, des hangars, des entrepôts, des loges, et qui ont été démontés au moment de l'achèvement de cette tour pour faire ce beffroi. Et bon, là, on a par contre des bois qui sont un peu différents, puisqu'on a des poteaux qui font 12 mètres de long, qui ont été taillés dans des chaînes de 60 cm de diamètre, 50, et qui sont beaucoup plus âgés. Vite fait, pour terminer, donc en beffroi, c'est la tour qui servait à porter les cloches, qui est constituée de plusieurs pans de bois, 4 avec 2 entrecroisés. Donc celui qui est dans le sens nord-sud a disparu. Donc ce beffroi a été monté en 1270, mais il a été restauré à plusieurs fois, notamment au XIVe siècle et au XVe siècle. Notamment, vous voyez, les bois en vert et en jaune, donc surtout à la base. Donc je termine en disant que ce beffroi est une structure assez originale, enfin pas originale, mais assez ingénieuse, puisqu'il y a une forme légèrement pyramidale, les poteaux sont inclinés pour 2 raisons. La première, c'est pour bien évidemment résister au balancement des cloches, mais aussi pour des questions de montage, puisque on voit bien que les murs de la tour ont été achevés avant la pose de la charpente, puisque les trous de boulin qu'on a dans les maçonneries ici, qui servaient à l'ancrage des échafaudages, sont aujourd'hui cachés, sont derrière les poteaux. Donc le beffroi a été monté à l'intérieur de cette tour de pierre. Et du coup, pour pouvoir assembler les poteaux aux traverses, ici, en fait, il fallait quand même un espace pour pouvoir emmancher les mortaises dans les poteaux. Du coup, cette inclinaison nécessaire. Alors, cette tour pénètre dans la charpente, malheureusement qui a été refaite au XXe siècle. Et vous voyez donc en rouge les bois du XIIIe siècle, les bois en bleu, les bois mis en place aussi en 1270, mais qui sont des réemplois. Donc, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ces structures, simplement juste pour dire qu'on en a très très peu. Et c'est vraiment une découverte assez exceptionnelle, puisque des beffrois du XIIIe siècle, on les compte sur le doigt d'une main. Il y a encore d'une main amputée de plusieurs doigts, puisqu'on en a on a 2 pour la fin du XIIe siècle, à Saint-Pierre de Chartres et à la cathédrale de Bayeux. Et en fait, l'autre beffroi qui pourrait se rapprocher à celui de Bourges, c'est celui de la cathédrale de Lisieux, qui a été daté aussi récemment, en 1266, où on a là aussi des structures assemblées avec des assemblages à mi-bois. Donc c'est vraiment quelque chose qui sont des structures qui sont relativement rares dans l'état actuel des connaissances. Voilà, je vous remercie.